Nous sommes heureux de vous voir si nombreux pour cette conférence du cycle, donc du second volet de la rétrospective consacrée à Franz Krachberg, le militant. Le premier volet était consacré à un Brésilien arrivant, puisqu'il est arrivé en retour de la guerre. Et aujourd'hui, donc, le second volet est consacré à son engagement militant au moment où il découvre la forêt brésilienne en flammes. Cette prise de conscience très fortement marquée que vous voyez dans les photos qui sont exposées sur les murs et qui va le hanter toute sa vie, qui va le porter, le faire agir tout au long de sa vie jusqu'à la fin de son extrême fin de vie en 2017, c'est tout son engagement pour la défense de la planète, pour dénoncer le crime de l'homme contre l'homme, et à participer activement, le plus activement possible en tant qu'artiste, pour réveiller les consciences et entraîner les gens à réagir et à être actifs sur ce combat, celui du XXIe siècle, dira l'exposition Villette Amazon. Et pour nous raconter cet épisode des années, je dirais, 60, jusqu'en 1996, on s'arrêtera à l'exposition Villette Amazon, 3 conférenciers de renom. Alors je vais commencer par Jacques Lénard qui est là-bas parce qu'il était juste au bout de mon bras, Claude Bollard et Gilles Clément, qui, chacun avec sa sensibilité, sa propre expérience et ce qu'il a vécu avec Franz Krachberg lui-même, va nous présenter cette vision parfois un peu déformée qu'on peut avoir qu'on a pu avoir de la terre brésilienne à une époque particulièrement fertile en échange au lendemain de la guerre jusque dans les années 2000, mais qui effectivement est la terre de toutes les aventures potentielles de la modernité, l'endroit où tout se passe, Brasilia se construit, mais en même temps, c'est la trace amazonienne. On danse la samba beaucoup à Paris, hein, c'est une période où la mode brésilienne se porte très bien, et en même temps, c'est la dictature, en même temps, c'est toute une terre de contradiction dans laquelle on peut piocher tous les émerveillements et toutes les horreurs. C'est cela qu'on va vivre et voir de quelle façon, nous, de notre côté, on reçoit à la fois ces messages venus de là-bas. Franz Krachberg était un Brésilien à Paris, un Brésilien à Montparnasse, et en même temps, comment nous commençons à réagir et petit à petit à prendre conscience que ce qui se passe là-bas, ça peut nous arriver aussi. Chez nous aussi, nous sommes menacés, et pourquoi et comment. Ce sera la suite de l'histoire, et je laisse à Claude le soin d'introduire cette conférence, et je vous souhaite une très bonne soirée. C'est très agréable de vous voir si nombreux sur cette thématique que nous développons autour de Franz Krachberg. C'est un artiste qui n'est pas toujours très connu, même si c'est un artiste très important. Enfin, nous le croyons, ça nous motive beaucoup. Nous avons eu la chance de le connaître, de vivre avec lui. Et au fond, je voudrais rappeler quelle est sa place dans le paysage artistique français et même mondial. Et notamment sur le thème qui définit ce qu'est l'espace Krachberg, c'est-à-dire un centre d'art contemporain qui traite des relations entre l'art et la nature. Car c'est ce qui définit les propos, les intentions, la vie même de Franz Krachberg. J'ai parlé la dernière fois de ce qui se passait autour de l'année 75 lorsqu'il a présenté son travail au Centre Pompidou en cours de construction, donc avant qu'il n'existe. Donc cette exposition qui la première a porté le nom Centre national d'art et de culture Georges Pompidou en 1975 au Centre national d'art contemporain, le CNAC de l'époque, qui était rue Berrier. Donc c'est la première exposition qui reconnaît publiquement dans une institution officielle en cours de constitution, le Centre Pompidou, la valeur de Krachberg. C'est quand même important. La première exposition du Centre Pompidou est consacrée à Krachberg. Et lorsque j'en parle actuellement, et lorsque Sylvie et Eric, ici présents, en parlent, comme on l'a fait la semaine dernière, avec Laurent Lebon, le président du Centre Pompidou, actuellement, lui-même n'avait pas réalisé que le Centre Pompidou avait commencé par traiter de ce thème art et nature. Et donc c'est pas sans intérêt, parce que
Au fond, la question est de savoir, parce que dans l'histoire de l'art, on cherche toujours qui a commencé, qui le premier a posé cette question des relations entre l'art et la nature. Il se trouve que derrière ce mur, de l'autre côté de l'impasse, du chemin du Montparnasse, pour l'appeler plus noblement, se trouvent les archives d'Yves Klein. Yves Klein est un grand artiste qui, je crois, le premier a positionné la création artistique sur le thème général de l'espace et de la nature. Des éléments. Il a utilisé l'eau, il a utilisé le feu, il a parlé de l'espace. Et il est intéressant de noter que, au fond, Yves Klein a été l'un des fondateurs des nouveaux réalistes, un mouvement qui est créé en 1960 à l'instigation de Pierre Restany. Pierre Restany était un critique d'art qui d'ailleurs était avec nous au musée du Montparnasse, à mi-chemin de cette impasse qui est le chemin du Montparnasse, je le rappelle, lorsque le musée du Montparnasse existait, il y a quelques années. Et donc Pierre Restany a été un peu le patron, assuré le patronage de ce mouvement des nouveaux réalistes dans lequel il y avait César, Armand, Tinguely, Niki de Saint-Phal, mais surtout Yves Klein. Yves Klein, il est là à côté. Et Krachberg est en face d'Yves Klein. Et je trouve qu'il y a une singulière fraternité, au fond, qui unit ces deux personnages singuliers. Yves Klein meurt à 36 ans, Krachberg à 93 ou 95 ans. Et donc, ce sont des itinéraires très différents, puisque l'un est une sorte de météorite qui brille et qui disparaît. Krachberg, au contraire, une sorte de long cheminement qui le conduit de sa Pologne natale vers la France et finalement le Brésil, avec des allers-retours permanents. Mais ce qui unit ces deux êtres quand même, c'est que, au fond, Krachberg est le dernier artiste qui ait fait partie de ce mouvement des nouveaux réalistes. Il en a fait partie sans en faire partie, il n'est pas signataire du manifeste des nouveaux réalistes, mais il a utilisé toutes les techniques et on le voit dans ses œuvres. Il accumule, comme Armand accumulait des objets de la société de consommation, mais Krachberg accumule des fragments de nature. Et c'est ce en quoi il est original. Et en même temps, il a un pied dans le nouveau réalisme, mais en même temps, il a un pied dans une insertion, immersion dans la nature elle-même. Et donc, c'est peut-être ce qui fait sa différence avec Yves Klein, mais en même temps sa parenté. Une autre différence avec un autre artiste qui se relève qui s'apparente, disons, à la question des relations entre l'art et la nature, c'est Giuseppe Pennone, pour parler d'un artiste connu, italien comme son nom l'indique. Pennone est connu, il a été exposé au château de Versailles il y a quelques années, en 2013 je crois, entre autres, mais également au musée de Grenoble, au centre Pompidou, etc. Pennone est un grand artiste, comme on dit. Je lui ai proposé, lorsqu'il était dans son exposition à Grenoble, le jour du vernissage, de participer à une exposition à l'espace Krachberg. Et Pennone est un homme proche du marché de l'art. Au fond, il a regardé avec un certain mépris, lui qui était dans les grandes institutions, le petit espace Krachberg. Et je lui ai parlé de Krachberg, il me dit oui, je connais, mais bon, il laissait entendre qu'il était beaucoup plus important. Et je prétends, je le dis, je l'affirme avec force, Krachberg est beaucoup plus important que Pennone, parce que Pennone, au fond, utilise la nature et la casse, la brutalise, la range avec des pierres, la peint avec de l'or, la met en scène, etc. Mais Pennone, finalement, n'est pas dans la même du tout position que Krachberg, qui lui, au fond, se soumet à la nature, la valorise, l'exalte par une attitude qui est très, au contraire, très respectueuse de la nature. C'est la différence entre ces deux artistes. Et Krachberg, au fond, le fait de manière officielle en 1964, lorsqu'il est reconnu par la Biennale de Venise, pour une œuvre qui se trouve d'ailleurs ici, qui est une sorte de saisie, de capture
de moulage de ces papiers sur lesquels il va utiliser la mine de crayon par rapport à des rochers d'Ibiza. Donc on n'est pas ni au Brésil ni en France, on est à Ibiza, c'est un de ses lieux favoris à cette époque. Et dès 1964, cette captation, cette saisie de fragments de la nature, cette impression de la nature, fait qu'il est reconnu par la Biennale de Venise. Et ça bien avant Pennon et un petit peu après Klein. Donc voilà, pour situer ces trois personnages, trois grands artistes, et montrer en quoi Krachberg est important. Alors par ailleurs, Krachberg, au fond, c'est ce qui nous a toujours séduit en lui, a un côté prophétique. C'est un personnage presque christique. Il est écrit ici « Je suis un homme brûlé ». Effectivement, il avait un cancer de la peau, sa peau était brûlée. Et ce terme de l'incendie, du feu, dans l'œuvre de Krachberg est très important. Il est exprimé ici par les photos de l'incendie. Il a toujours protesté contre l'incendie de l'Amazonie. Lorsqu'il est venu au Brésil et qu'il a découvert l'Amazonie, au fond, pour lui, l'Amazonie, c'était une sorte d'Atlantide, de paradis sur Terre. Et quand il a vu comment elle était traitée par les humains, qu'il exploitait, qu'il la brûlait, qu'il la sacrifiait, il a toujours protesté. Donc il s'est fait le prophète d'une défense de la pureté de la forêt. Et on sait tout l'intérêt que représente la forêt aujourd'hui. Ce n'est pas la peine de beaucoup le développer. Et donc, à l'époque où Krachberg annonce cette idée de prise en compte superlative de la nature dans l'art, il se trouve que les hommes politiques commencent à prendre conscience de la nature. C'est le cas de la France, puisqu'en 1971, on est à peu près dans les mêmes années, est créé le ministère de l'Environnement avec M. Poujade, qui est le premier ministre de l'Environnement. Il se trouve qu'en 1969, Pompidou lance la création du centre qui va porter son nom, Centre Beaubourg de l'époque, dont j'étais le secrétaire général, et nous avons créé 20 hectares de voies piétonnières dans Paris. Nous avons reçu une subvention de M. Jarreau, deuxième ministre de l'Environnement. Donc la création artistique de l'époque se faisait non sans relation avec cette prise de conscience des valeurs de la nature. Je le dis parce que on oublie parfois que, bon, on pense que Pompidou, c'est l'homme effectivement qui a fait la voie express Rive-Droite, qui n'est pas forcément la meilleure mesure écologique qu'on ait pu prendre. Donc il faut mettre Paris au service de la voiture et non pas la voiture au service de Paris. Donc il avait ce côté un peu d'homme de l'urbanisation à tout crin et de l'industrialisation puissante. Mais en même temps, il avait ce goût de l'art et de cette approche de l'art qui voulait qu'on mette l'art dans un milieu qui soit au service des humains. Et c'est ce que nous avons fait en développant ces voies piétonnières. Et en même temps, en développant un certain nombre d'expositions qui ont eu un certain retentissement. C'est le Centre Pompidou qui a fait la première grande exposition sur les architectures de terre. Jean de Thiers, qui était au Centre de création industrielle, qui était partie du Centre Pompidou à l'époque, a fait cette grande exposition, les architectures de terre, qui a circulé sur la planète entière, qui était une sorte de manifeste sur la manière de concevoir l'architecture. Et effectivement, au même moment, Zanini, qui était l'architecte qui a construit la maison de bois de Franz Krachberg à Nova Viçosa, et qui construisait des maisons à Rio, était exposé au Musée des Arts Déco, qui était également associé au Centre Pompidou. Et Zanini prêchait pour le retour de l'habitat en bois, pour une ventilation naturelle des espaces habités, et donc pour une utilisation des matériaux les plus simples, avec cette idée de retour au fond aux origines, comme cela importait Krachberg. Et Krachberg, finalement, après ses voyages incessants à la recherche de l'Atlantide, trouve son Atlantide à Nova Viçosa, petite bourgade, petit port sur l'océan Atlantique, dans l'état de Bahia, et au sud de l'état de Bahia. Et là, il a, par le bénéfice
d'une mesure gouvernementale ou de l'État de Bahia qui voulait attirer les artistes. Donc on leur proposait, on le mettait à leur disposition pour une somme symbolique de grands terrains. Donc lui, il se trouve hérité d'un coup de 100 hectares avec 1 kilomètre en bordure de mer et il va s'installer là, donc au milieu de nulle part. Et il va construire cette maison sur une branche d'arbre millénaire qui fait 12 mètres de circonférence et il va lutter contre l'incendie de la forêt en vivant dans la forêt sur un arbre perché, tel un juif errant qu'il était, qui se mettait pour la première fois de sa vie, qui s'arrêtait d'errer et qui se mettait dans un nid. Voilà donc un beau retour vers la nature qui me fait dire que l'œuvre d'art de Krachberg, c'est Krachberg lui-même, c'est la personne de Krachberg. Krachberg était une œuvre d'art. Il brûlait comme la forêt brûlait. Il installait ses sculptures sur des bases sur lesquelles il semait de la cendre des arbres. Et au fond, il parlait de la Shoah de la forêt amazonienne, car lui-même était un enfant qui avait échappé à la Shoah de justesse, mais toute sa famille y était passée. Et donc, cet homme, victime de la Shoah des humains, s'est fait au fond l'apôtre de la Shoah contre la forêt. Et donc lui-même était œuvre d'art, et parfois dans son désespoir de voir cette destruction de la nature à laquelle il assistait, dans ce Brésil qui est si représentatif de ce conflit entre la protection et l'exploitation de la forêt, lui-même disait parfois dans son désespoir, il me l'a dit en 2012, au moment où je passais un séjour de 3 semaines chez lui à Nova Viçosa, et où nous avons écrit le nouveau manifeste du naturalisme intégral, il disait au fond, je vais brûler tout ça, mes œuvres, à quoi ça sert, et puis je vais me jeter dans ce feu, et je disparaîtrai dans cet incendie. Alors je disais, mais tu racontes des histoires, arrête. Et puis aujourd'hui, il faut dire que les cendres de Krachberg sont dans l'arbre qui soutient sa maison. Donc il a finalement réussi cette vocation d'immersion dans la nature, puisque ces cendres sont au cœur même de l'arbre sur lequel il a posé son nid. Immersion qui était pour lui, au fond, le fondement même de l'art, c'est-à-dire entrer en nature comme on entre en art. Et donc, il est pour nous, c'est cela qu'il faut dire, en guise d'introduction et de conclusion de cette introduction, qu'il est un modèle. Il est un modèle d'existence, d'un art total. Il a d'ailleurs utilisé à la fois la peinture, la sculpture, l'architecture, toutes les formes d'expression. Il a même fait beaucoup de céramique au début de sa vie au Brésil. C'est un pionnier. C'est un pionnier qui mérite respect. C'est un pionnier que nous avons aimé, que nous aimons toujours. Et nous voudrions que vous l'aimiez vous-même. Merci. Cette naissance, j'allais dire, artistique à Paris, je parle d'autres territoires. Jacques, j'aimerais que tu puisses rebondir, raconter effectivement ces années-là, tant sur l'éclairage artistique que l'éclairage environnemental et la prise de conscience de ce qui se passe là-bas et de ce que nous connaissons comme remous chez nous. Bon, merci Sylvie et merci Claude pour cette introduction qui fait revivre un peu ce personnage effectivement prophétique. Pardon ? Vous pouvez vous mettre debout, s'il vous plaît ? Ils veulent que tu sois debout. Il faut que tu te lèves. Ils sont cruels, mais il faut que tu te lèves. Donc, qu'est-ce que je disais ? Pardon. Oui, je disais que au fond, l'invitation de Sylvie s'était formulée pour moi à travers une phrase qu'on répète souvent à propos de Krachberg. C'est fini, l'art pour l'art. Alors, il faut resituer cette phrase
au milieu de ce que Claude vient de raconter, parce qu'il y a bien entendu la continuité d'une biographie, mais il y a des moments, des phases, et la réunion de ce soir, si j'ai bien compris, tourne autour du basculement d'un premier Krachberg qui va étudier à Stuttgart, et puis l'autre personnage, le Krachberg, dont on a ici des phrases, et voilà, une seconde naissance, et donc les quelques remarques que je voudrais faire tournent autour de ce basculement. Mais c'est ce basculement dans la vie des artistes en général. Alors je viens de parler des landartistes. Bon, je ne pense pas qu'il soit raisonnable de mettre les landartistes du côté d'une préoccupation écologique. Pour eux, essentiellement, il s'agit de sortir de la galerie, sortir d'une certaine façon du monde de l'art pour aller dans le grand espace, peut-être dans la nature, mais à part chez Robert Smithson, qui me paraît le plus intéressant, les autres ne sont pas vraiment liés à la question de l'écologie. Mais voilà un moment tournant, et des gens comme Turrell, par exemple, James Turrell, avec son Rodenkrater en Arizona, c'est quelqu'un qui, à travers une action, à la fois produit des sensations, ce que Yves Klein voulait produire, il voulait produire des sensations, plus des objets, des sensations. Et tout ce mouvement conduit à une redéfinition de l'art et des artistes dans laquelle Franz Krachberg s'inscrit. Alors, cette histoire de l'art que j'ai brossée à grands coups de hache, elle va croiser une autre histoire qui est l'histoire de la prise de conscience écologique. Parce que dans ces mêmes années, commence à monter l'inquiétude à l'égard, vous vous souvenez peut-être, les anciens parmi nous, on parlait des pluies acides en Allemagne, en Pologne, les forêts mouraient, etc. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé par une inquiétude qui portait sur les forêts et qui, dans les années 60, 70, a commencé à monter et autour de laquelle s'est cristallisé un début de mouvement écologique. Alors là, il y a évidemment une rencontre directe avec ce que Krachberg va rencontrer quand il va arriver au Brésil, ce qu'on appelle au Brésil les queimadas. Alors le phénomène des queimadas, il faut en dire quelque chose. Le Brésil est un pays qui s'est construit en brûlant des forêts pour créer des terres arables. Depuis le XVIIe siècle. Il n'y a rien de nouveau dans le phénomène, si ce n'est qu'il s'accélère, qu'avec les moyens techniques contemporains, les destructions sont chaque fois plus violentes et les conséquences plus dramatiques. Mais je signale que Geoffroy Saint-Hilaire, au XIXe siècle, déjà se plaignait de ces queimadas, de cette technique, je dirais, c'est à la fois une technique pour ouvrir des espaces et pour les fertiliser, parce que les cendres sont fertiles, donc on plante sur les cendres et ça pousse mieux que sur une terre. À l'époque, on n'avait pas grand-chose comme engrais. Et donc, il y a, depuis le XIXe siècle, cette préoccupation des protestations chez Geoffroy Saint-Hilaire, pardon, pas Geoffroy, chez Auguste Saint-Hilaire, et chez d'autres, Humboldt en parle également, Hercule Florence en parle, bref, tous les voyageurs qui vont au Brésil au XIXe siècle sont frappés par ce phénomène. Alors, il y a une histoire longue, mais elle se cristallise dans ces années 60-70, précisément parce qu'il y a aussi
des changements technologiques qui permettent de comprendre que les effets de ces queimadas, de ces brûlis, sont de plus en plus dévastateurs. Alors, au croisement de cette histoire de l'art, d'une part, et de l'histoire de l'écologie, d'autre part, apparaît quelqu'un qui va, de cette façon, faire une synthèse de ces deux mouvements et qui s'appelle donc Franz Krashberg. Alors, là encore, je voudrais contextualiser un tout petit peu par rapport à l'histoire, cette fois brésilienne. Tout à l'heure, Claude Mollard a rappelé la figure de Zanin Caldas. Zanin Caldas est l'homme qui va, en 1968, proposer à la petite ville de Nova Viçosa une idée folle, l'idée de faire une ville écologique. Donc c'est lui qui a cette idée en tête, et c'est lui qui, en proposant cette idée au maire de la ville, obtient des milliers d'hectares, quelques milliers d'hectares, qu'il pourra redistribuer à un prix très favorable à des artistes qui viendraient s'installer. Et donc, il essaie de créer une petite communauté qui serait le noyau à partir duquel créer une ville écologique. Alors, il y a Zanin Caldas, il y a Vergara, qui est un de ses amis artistes, et il y a Krashberg, qui finalement sera le seul à rester, puisque au bout de quelques années, Zanin repartira, Vergara ne s'installera jamais véritablement, et le seul à rester à Nova Viçosa, dans cette maison dont il y a quelque part des images, de l'autre côté, maison dans l'arbre, dans laquelle nous avons, Claude comme moi, habité pendant un certain temps. Alors, pourquoi Zanin Caldas est intéressant? Parce que Zanin Caldas est quelqu'un qui n'a pas de formation professionnelle, il n'est ni artiste ni architecte, mais il a décidé de faire des meubles et de faire des maisons. Mais avec quoi? Avec le rebut. Parce que toutes ces destructions que vous voyez là autour, il reste toujours quelque chose. Il reste quelque chose, et dans l'idée de Caldas, ce quelque chose, dans une pensée écologique, il faut pouvoir le réutiliser. Et il va donc monter d'abord une fabrique de meubles avec des gens qui vont investir. Ça va être une fabrique de meubles parfaitement normale, si je puis dire, si ce n'est qu'il arrive à vendre ses meubles, style danois ou suédois, on dirait aujourd'hui, il réussit à vendre ses meubles moins cher que tout le monde parce qu'il utilise le bois qui est rejeté par les usines qui fabriquent des meubles, des charpentes, etc. Et donc, il trouve une petite niche, il s'inscrit dans une niche de la production classique du bois pour faire des meubles modernes. Et la société qu'il va créer s'appelle le meuble moderne. Et ce qui est encore plus moderne, c'est que c'est une fabrication de type écologique sur la base de la récupération. Et donc, éviter le gaspillage, ce qui est la grande problématique du moment. Et donc Zanin fait ça, et puis ensuite, ça marche tellement bien que ça l'ennuie, et il laisse donc ses collègues continuer à exploiter ce filon et à produire des meubles, et il se rend à Brasilia. Il faut penser, 60, Brasilia, c'est, enfin, 56, 60-61, Brasilia, c'est vraiment le cœur du réacteur au Brésil. C'est-à-dire c'est l'endroit où la dynamique sociale, politique, architecturale se développe. Et là, il va, dans ce lieu-là, qui, vous le savez, est
artificiellement posée, enfin pas artificiellement, elle est posée au cœur géographique du Brésil, dans un endroit où il n'y avait aucune ville, ni aucune voie de communication, on n'y arrivait qu'en avion, en réalité. Il va se poser là, et là, il va commencer à construire des maisons avec les restes des chantiers. Vous savez qu'aujourd'hui, la récupération se développe, et quand quelqu'un fait une exposition, par exemple, on récupère les cimaises, les bois qui sont utilisés, on essaye de ne pas jeter. Bien, dès le départ, c'est la perspective de Zanini. Et donc, il se déplace de lieu en lieu. Là, comme il y a une production architecturale énorme, il récupère des matériaux. Il va ensuite à Rio, et à Rio c'est intéressant parce que les militaires, on est en pleine dictature, les militaires ils aiment les routes, et alors ils ont fait la transamazonienne à laquelle tout à l'heure Sylvie faisait allusion, mais ils font aussi une autoroute qui coupe complètement la ville de Rio de la mer qui est juste en face, à tel point que ces 4 dernières années on l'a détruit. Mais à l'époque, ils la construisent. Et pour la construire, donc, ils rasent des quartiers entiers de l'ancien Rio. Et Zanini, qu'est-ce qu'il fait? Il va récupérer les vieux bois, les vieilles pierres, etc. Burle Marx aussi va récupérer des pierres pour faire son atelier. Il récupère des bois et il construit des maisons en bois avec du bois récupéré dans les anciennes maisons de Rio. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que, à partir de ce moment-là, l'idée de la récupération, de la transformation, au fond, du rôle de l'architecte, de la conception même que l'architecte se fait de son rapport aux matériaux en particulier, change. Et du coup, et ça c'est un point qui nous ramène directement à Krachberg, du coup, Zanini, qui avait fait une entreprise qui s'appelait le meuble artistique, fait une deuxième entreprise où le meuble s'appelle le meuble manifeste. Et ça nous amène à cette notion de manifeste qui est essentielle. C'est-à-dire que l'artiste ne produit plus nécessairement un objet, il produit un manifeste. Il produit quelque chose qui doit avoir un effet, un impact sur les gens, sur les consciences, plus encore que de faire plaisir à l'œil des gens. Et donc ce passage du meuble artistique chez Zanini au meuble manifeste est quelque chose que Krachberg va alors accompagner, on va dire, puisqu'ils se sont fréquentés énormément à Nova Viçosa. Il va reprendre cette notion de manifeste et se transformer en un artiste manifestant, ce qui est le thème de notre conversation ce soir. C'est-à-dire concevoir son œuvre comme un manifeste, c'est-à-dire une action qui doit avoir comme logique la transformation de l'esprit de celui, celle à qui il s'adresse. Et là, ça change complètement. Et là, on va voir monter chez Krachberg l'importance du matériau qu'il utilise. Parce qu'un artiste, il peut utiliser le plâtre, le bronze, le marbre, etc. Il n'y a pas de problème. Krachberg, il va comprendre que pour que son art devienne un manifeste, il faut qu'il y ait une unification essentielle entre le matériau qu'il travaille et le message qu'il produit, qu'il envoie. En termes sémiotiques, on dirait le signifiant est le signifié. Il y a une convergence, une unification essentielle de l'un avec l'autre. Et à partir de là, alors, c'est tout ce que vous voyez, c'est-à-dire dans ces forêts brûlées,
qui produisent des formes de bois différentes selon les régions. Au Mato Grosso, il trouvera ces lianes merveilleuses que vous voyez. Il y a, près de chez lui d'ailleurs, il y a les... Palétuviers. Oui, les palétuviers, voilà. Je les cherchais, vous les avez là, hein, les palétuviers qui vont lui permettre de produire à la fois une œuvre d'art et une conscience écologique du milieu d'où viennent ces objets. Et je pense que c'est ça, je ne veux pas être plus long, je pense que c'est ça le grand basculement que l'on constate dans son œuvre, où à partir de là, il va entièrement se dédier à la fois à sauver ce qui est sauvable de de ces morceaux de bois, donc, comme Zanin, il récupère, hein, mais parce qu'il y a une signification formelle dans ces morceaux de bois qu'il va alors magnifier à travers la couleur, à travers la recomposition, parce que ces sculptures, il y a souvent des articulations, il prend des morceaux, il les met ensemble, et il va magnifier ce matériau, mais du coup, dès cet instant-là, le matériau devient absolument central dans l'œuvre. Et c'est en cela que c'est un artiste complètement différent de l'artiste premier qui était arrivé de Pologne et qui est passé par Paris. Grande passion. Merci Jacques. Merci. On a parlé de l'artiste, on a même parlé de l'architecte, on a parlé du designer, on m'a parlé de la terre, parce que sur cette terre brûlée, Krachberg aimait aussi observer ce qui repoussait. Vous avez vu des photos exceptionnelles où on voit les petites pousses qui germent au milieu de la terre brûlée. Qui pouvait mieux parler à la fois de la terre et de la Renaissance que Gilles Clément, qui était justement exposé dans cette exposition Villette Amazon en 1981 avec Krachberg. Et Jacques était là, on en reparlera après. Mais pendant ce temps-là, en France, que se passe-t-il justement sur cette prise de conscience? Et comment quelqu'un comme vous, Gilles, et qui êtes justement en train de vous pencher sur cette terre et sur son avenir, voyez ce même mouvement et cette même rencontre historique? Bien, bonsoir. Alors, c'est gentil de m'avoir invité, mais j'ai beaucoup moins de connaissances sur Krachberg, son travail et toutes les références artistiques qui ont été évoquées, même si c'est un domaine qui, je trouve, d'une très grande importance. Et quand j'ai découvert Krachberg, personnellement, j'ai été extrêmement ému. Moi, j'ai commencé à travailler dans ce domaine qui est celui du paysage et aussi de la connaissance du monde vivant en étant ingénieur horticole. Mais malheureusement, quand on a le cursus de ces ingénieurs en fin de parcours, après avoir acquis la connaissance, on nous apprenait déjà à l'époque à tout détruire. On garde une plante, on détruit toutes les autres. On garde un animal, on détruit tous les autres. Le feu, dans cette histoire, n'était pas très évoqué. Ça l'a été plus tard dans d'autres pratiques, et quand je me suis retrouvé moi-même en face d'incendies auxquels on ne s'attendait pas du tout. Il y en a qui sont naturels. Depuis toujours, les feux ont existé, au point qu'il existe, par la répétition même des feux, des plantes qui s'en accommodent, et on appelle ça les pyrophytes. Ça, c'est l'évolution par la transformation. On est dans l'évolution lamarckienne, le transformisme, pas du tout darwinien. Les darwiniens, ce sont des chocs. Ce serait possible de hausser un tout petit peu le ton. Ah, faut que j'ose. Je ne sais pas faire ça. Je vais me fâcher. Non, j'ai une voix basse et une voix sourde. Vous entendez quand même? Là, c'est mieux. Ça va mieux, là? Là, c'est mieux. Bon, en gros, si vous voulez, un feu qui arrive
dans un milieu où il n'y a jamais eu de feu ou très peu, fait des dégâts. Ça, c'est la sélection. On est dans le processus terrible darwinien. Mais un feu répétitif, tous les ans, et dans les climats méditerranéens, c'est comme ça que ça se passe. Qui revient sur des flores qui ont eu le message et qui, finalement, au bout d'un moment, l'interprètent et s'habituent. Et quelquefois même ont besoin du feu. C'est le côté positif du feu. Hein. La plupart des plantes pyrophytes émettent des graines qui ont besoin de chocs thermiques pour que soit levée leur dormance, sinon elles ne germent pas. Ça se passe dans tout le monde méditerranéen, mais pas en Amazonie. Pas du tout, là. La première fois que je suis allé, parce qu'on est dans un climat tropical, humide, qui n'a rien à voir avec ça. Les feux, quand ils arrivent, ce sont des accidents par les éclairs en fin d'été, en fin de période sèche. Les périodes sèches dans des climats tropicaux ne sont pas du tout des... C'est exceptionnel, c'est pas, enfin, ça existe, il y a des zones tropicales sèches. J'ai vécu 2 ans au Nicaragua avant d'aller pour la première fois en 71, en fin d'un parcours de retour vers la France, après le service non militaire. Ça m'a beaucoup plu. Je suis passé au Brésil. Mais déjà, au Nicaragua, il y avait une forêt, une partie vers l'ouest, vers l'est, pardon, c'est-à-dire vers la côte atlantique. Vous savez, c'est l'Amérique centrale, on est pris entre 2 océans. Une forêt véritablement qui pouvait ressembler, d'ailleurs je l'ai vérifié après, à la forêt amazonienne, et effectivement, il y a énormément de points communs. Mais il y a la pression des Occidentaux, depuis un certain temps déjà, là-bas, il y avait ça, bien entendu. Il y avait encore quelques Indiens Rama, mais ce n'est pas eux qui maîtrisaient la situation. Et il y avait des feux qui se démarraient de temps en temps, pour des raisons qui sont ce qu'on appelle des petits feux d'hiver dans la zone méditerranéenne chez nous, mais qui n'étaient pas du tout applicables à cette zone climatique-là, pour ouvrir le paysage et finalement faire quelques cultures, mais c'était beaucoup plus destructeur que productif. Simplement, c'était des pratiques qu'on est allé imposer là-bas et développer partout. Ça m'avait beaucoup choqué. Et effectivement, les habitants les plus anciens, comme étaient les Ramas, dans ce cas-là, ne comprenaient pas ce que faisaient les Occidentaux. Quand on procède de cette façon, on aboutit à une latéralisation du sol. Ce sont des zones climatiques où il y a une évaporation énorme et une percolation avec les pluies énormes. Quand les sels solubles remontent à la surface, ça vous fait une couche métallique, où là vous n'avez plus rien, vous ne pouvez plus cultiver plus rien. C'est idiot, complètement idiot. Donc là, le bolsonarisme est criminel, hein, mais c'est la multiplication de ce geste inimaginable que l'Occident a apporté là-bas. Une forêt tropicale dont on dit qu'elle est primaire, ne l'est absolument pas à l'origine. On pense que, parce que ça ressemble à quelque chose d'équilibré, étonnant, on dit ça, personne ne s'en est occupé. Les Amérindiens s'en occupent. Ils s'en sont toujours occupés. Mais ça ne se voit pas. Et ils n'auraient jamais eu l'idée de mettre le feu. C'est une chose, ils savaient faire du feu, ils savent le faire, ça. Mais ils ne vont pas brûler la forêt. On n'a pas pris la leçon de ce que ces gens pouvaient faire. Et on comprend que Krachberg ait été complètement séduit par cette zone magnifique qu'on peut... C'était la chakra, c'est ça, hein, une forêt finalement occupée, mais par très peu de monde, et qui ont fait très peu de dégâts. Et qu'il était surtout extrêmement choqué, horriblement choqué, par le fait qu'on y mette le feu. Et moi, c'est quelque chose que j'ai découvert très très tardivement, hein, puisque là, je n'en avais pas entendu parler. Je suis rentré en France en 71, et en passant par le Brésil, où j'ai essayé de revoir un petit peu de forêt, mais bon, j'étais pris par d'autres choses, par la folie de l'ambiance là-bas, et finalement, bon, arrivé en France, et un jour, mais bien plus tard, j'entends parler de Krachberg. Et là, ça m'a fait un choc heureux, si je puis dire, alors qu'il parlait d'une chose catastrophique, parce qu'il mettait en avant, par son talent, par l'art, effectivement là, on arrive dans le discours de l'art et de la nature, mais de l'art et de l'évolution de cette nature martyrisée.
Et donc sa manière de faire, elle a été très forte, elle n'est peut-être pas encore aujourd'hui complètement entendue. Alors donc voilà, moi, après j'ai été invité, et merci à ceux qui m'ont invité, à parler de quelque chose dans l'exposition de 50, combien 96. 96, je ne sais plus où j'en suis. Mais c'était rien par rapport à ce que Krajberg montrait. Rien, c'était un tout petit truc sur la route du Maïdo, à l'île de la Réunion, qui abordait le thème du brassage planétaire et du fait qu'on était tous dans cette situation-là, un mélange, dans le cadre d'une compatibilité de vie, c'est-à-dire par opportunisme biologique, une plante, elle voyage, elle se met là où elle peut vivre, elle peut pousser. Et c'est comme ça partout, parce qu'elles ont toujours voyagé. Ça aborde ça, sur une petite île, la Réunion, qui rassemble énormément de cultures humaines, mais énormément de diversité venant de plusieurs continents. C'était tout. Et on n'était pas dans le symbole extrêmement puissant que Krajberg mettait dans cette expo. Moi, j'étais... Voilà. Alors, juste, je vais finir par quelques... J'ai pris des notes, hein, je suis venu en classe, là, pour vous écouter. Donc, la transformation du paysage, bon, ça commence avec plein d'interventions qui viennent de l'Occident, bien sûr. L'histoire du café est invraisemblable. Vous savez qu'elle est arrivée dans... On parle du café brésilien aujourd'hui, on est très content et tout. Mais en fait, ça ne vient pas du tout de là, vous le savez bien. C'est arrivé là-bas par un voyageur qui avait été chercher ses plants du café de la Marabica aux Pays-Bas, parce qu'il les maintenait dans une serre là-bas. Et en bateau, à l'époque, hein, ça mettait du temps, il fallait arroser ces plants-là, et il avait fini par donner l'eau au café, au plant du café, là, il ne buvait plus, il n'avait plus d'eau, il fallait arroser avec de l'eau douce, hein. Il est arrivé, il était quasiment mort, enfin on l'a sauvé de justesse. C'est ça, c'est l'histoire du café au début. Puis après, ça s'est cultivé sur je ne sais plus quelle île, maintenant, j'ai oublié le nom de l'île, après c'est arrivé en Amérique centrale, puis en Amérique du Sud, puis au Brésil évidemment. Transformation du paysage, hein. Pour arriver à faire du café, là on attaque un peu la forêt. Hein. Pas autant que pour d'autres cultures, mais quand même. Quand j'étais dans cette période-là au Nicaragua, qui était entre 69 et 71, on entendait parler de la transamazonienne, et on ne comprenait pas pourquoi il fallait faire ça. Bon, les Chinois ont fait la route de la soie, d'accord, est-ce qu'il fallait faire la transamazonienne, quoi. On avait l'impression vraiment que c'était quelque chose d'absurde, que ça allait juste détruire. C'est à peu près ce qui s'est passé. Alors, là j'ai pris des notes, mais je ne sais pas quoi en dire. Hein. Le militant, oui, Krajberg, le militant. Tous les artistes ne le sont pas, et ça, lui, il a fait ce boulot-là. C'est extrêmement puissant, et ça a réussi, quoi. Même si à la fin, il voulait se jeter dans le feu, il a réussi à faire passer le message. Art et nature, alors là, j'ai un peu une question, parce que, à mon avis, ce sujet-là, qui est pris en main à une certaine époque par quelques artistes, et c'était une évidence. Avant, on ne parlait pas de l'art de cette façon-là, mais pour moi, ça a quand même toujours existé. Toujours. Parce qu'on le voit, alors là, peut-être pas à travers des œuvres d'art reconnues comme telles, mais à travers l'artisanat. Partout. Dans le monde entier, vous avez des tissus, des objets qui sont en rapport avec des plantes, avec des animaux, en permanence. Donc, ça a toujours frappé énormément les humains, qui sont des animaux. Hein. Nous sommes des animaux. Mais le cerveau un peu trop gros, c'est ça qui nous fait la différence. Mais bon, on a ce rapport avec... nous sommes des mammifères, et nous sommes émus par les autres, mais aussi des oiseaux, des insectes. Et on le voit quand même dans... Oui, peut-être pas dans des œuvres gigantesques et reconnues comme telles, mais tout de même. Alors, Klein Pénone. Là, je peux pas, bon, c'est pas mon métier, mais j'ai eu l'occasion de travailler avec Pénone. Et je ne suis pas sûr qu'il soit violent. Il utilise les éléments de nature, mais tel que j'ai pu le voir travailler
et avoir une discussion avec lui, je sais pas, j'ai trouvé... non, bon, il n'est pas dangereux. Mais, sur un travail d'une route qui était entre le Mont-Gerbier-de-Jonc et Vallon-Pont d'Arc, moi j'avais à faire un texte, une description de ce paysage, et lui s'en servir pour faire son travail. Son travail a été de frapper certains arbres qu'il avait, ah oui effectivement il les frappait, le long du parcours, à la même hauteur tous, des espèces différentes, et il a enregistré le son. Et ensuite, ça a donné une partition musicale. J'ai trouvé ça assez extraordinaire. Les arbres sont vivants. Hein. Oui, oui, oui. Il n'y a pas cela. Bon. Alors, l'habitat en bois, ben oui, moi je comprends Krasberg. Hein. J'ai construit ma maison, mais elle n'est pas en bois. Mais c'est parce que je n'avais pas de bois pour ça. J'avais des pierres, de la roche, du granit. Quoi. Mais on peut faire les choses comme ça et se mettre aussi dans une situation où on ne consomme pas d'énergie. J'ai essayé. Alors, c'est fini l'art pour l'art. Oui. Non, j'aime bien ça. Parce que c'est la fin de quelque chose qui est pris comme les éléments d'expertise entre deux œillères sur un objet particulier et puis le reste on dit mais non. L'art, obligatoirement, suppose une ouverture énorme, une étendue, quoi, quelque chose qui est de l'ordre du panorama, ça touche tout. Donc, je comprends très bien qu'on dise oui, c'est fini. Donc, ça, c'est très important. C'est une phrase de Krasberg, hein, C'est une phrase de Krasberg, oui. Non, mais c'est toi qui l'as dit. Elle est particulièrement bien. C'est très puissant. Et j'ai eu l'occasion de travailler, moi, personnellement, avec des gens qui se sont servis des choses que j'ai développées en tant que concept ou pratique, et qui en ont fait de la danse. Ça m'a beaucoup étonné. Hein. C'est Christian Lebel, qui est un chorégraphe autrichien, qui a fait ça. Ou autre chose, même des morceaux musicaux. Alexandra Grimal, là, en ce moment, fait ça. Bon, moi, je n'ai pas composé de musique hein, du tout. Hein. Je ne sais pas faire ça. Et malgré tout, c'est lié. Est-ce que le land art est écologiste? Non. Je suis d'accord que non. Mais ça a permis dans l'histoire, en tout cas du land art, qui est né aux États-Unis, de montrer des choses que l'on ne voyait pas forcément. Des paysages à la distance paysagère, ça, c'est une force qu'on n'avait pas avec des objets plus petits qu'on met dans une vitrine. Alors les Kemalas, les brûlis, ben j'ai évoqué cette question tout au début sur le fait que c'est quelque chose qui vient de l'Occident. Ça n'était pas une pratique qu'avaient et qu'ont encore les Amérindiens dans cette région du monde. Il existe quand même une ville qui s'est développée avec une pensée sur l'écologie et la gestion dans une économie de la non-dépense un peu, pas tout, mais bon, au Brésil, qui s'appelle Curitiba, où j'y suis allé, guidé par deux personnes, dont une qui était la maire, à l'époque on faisait le syndic de Lausanne en Suisse, qui connaissait bien Jaime Lerner, à l'époque maire de Curitiba, et qui plus tard a été responsable de la région, bon, je sais pas, et qui a développé quelque chose qu'on ne trouvait nulle part ailleurs, y compris dans le monde entier. C'est-à-dire comment on a un transport public qui prend toute la place, alors qu'on réserve des petits chemins pour les voitures et il y a des pièges à voitures, enfin bon. Donc, on apprend aux enfants dans des écoles comment on recycle les papiers pour ne pas les brûler, ou des choses. Enfin, j'ai été complètement sidéré. Hein. J'ai trouvé ça très très beau, très intéressant. Et ça, c'était en 98, 97, j'ai oublié, juste avant. J'y suis allé pour l'exposition du Jardin planétaire que je préparais. Et je voulais parler de Curitiba. Malheureusement, je sais que ça s'est un peu dégradé.
Mais il y a quand même dans le monde un exemple de gestion écologique sur la totalité des thèmes qu'on peut aborder. Il y a des sortes de lieux pédagogiques isolés dans la ville, enfin, une dizaine séparées les unes des autres, où on peut y aller gratuitement pour apprendre comment faire. Un endroit très beau dans Curitiba, autour d'une carrière abandonnée, mais qui est devenue avec un lac, où ils ont construit les bâtiments de la pédagogie sur la gestion écologique, avec le recyclage des matériaux, en particulier des poteaux téléphoniques de toute la... Comment c'était le Paraná? Le Paraná. Voilà. C'est extraordinaire, hein. Et c'est très beau en plus. C'est à la fois touchant et très beau. Donc tout ça a été abordé, moi je trouvais que c'est merveilleux, très en avance. Enfin, très en avance. Non, en 68, on disait tout déjà. En 71, il y avait Dumont en 73, c'était mon premier vote. Hein. Et, donc, bon, on n'était pas en avance à cette époque-là, mais c'était les premiers à avoir démontré la possibilité de le faire. Et c'est passé inaperçu. Donc des gens comme Krachberg et Jacques Lerner et d'autres, on devrait les mettre en haut. Vraiment. Je précise d'ailleurs que Jacques Lerner a financé le transport des œuvres de Krachberg pour l'exposition à la Villette en 96. Villette Amazon. Villette Amazon était. Ah, je ne savais pas que c'était lui. Bah oui. C'est voilà. C'est lui. Et Krachberg a présenté ses œuvres dans les grandes serres du jardin central de Curitiba. Ah, voilà. Oui, il y avait un rapport étroit entre l'un et Oui, parce que un artiste rencontrant un homme politique ouvert à l'écologie est tenté. Donc Krachberg a passé sa vie à être tenté par des opportunités de créer des lieux d'art contemporains ouverts à la nature. Donc Curitiba était un exemple. Et donc il avait une grande serre circulaire, semi-circulaire, où il y avait peut-être 200 sculptures. Et puis le maire a changé et les gens ont laissé tomber ça. Si bien qu'un jour il est venu avec des camions, il a tout mis dans ses camions sans demander l'autorisation de personne. Il a fait un coup d'État, et un coup de force en tous les cas, et il est reparti avec ses œuvres qu'il avait données. Mais il les a reprises parce qu'elles n'étaient pas respectées. Ouais, c'est dommage. Et il a fait ça plusieurs fois parce que le directeur du jardin botanique de Rio lui a proposé d'installer sa collection, ou une partie de sa collection, dans un bâtiment. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Il y a eu également à Foz d'Iguaçu, des grandes chutes splendides de Foz d'Iguaçu. Il y a eu une proposition. J'y suis allé. J'ai négocié avec le maire, qui était un Italien. Et donc, on a commencé à discuter, puis ça ne s'est pas fait non plus. Donc, au fond, Krachberg, ayant raté toutes les possibilités qui s'offraient à lui de faire un jardin de sculpture dans la nature, au fond a dit, je vais faire ce musée chez moi, dans ma forêt. Et donc, il a construit son musée, qui s'y trouve encore actuellement, plus ou moins, sauf que les œuvres, depuis qu'il n'est plus là, sont menacées par les termites. Et ça, c'est un autre problème. Il n'aimait pas tant que cela la nature, enfin je veux dire, exposer dans la nature, mettre ses œuvres dans la nature. Le moment de Bagatelle a été une révélation, effectivement, où d'un seul coup, il a exposé à l'extérieur. Les œuvres, elles étaient faites pour aller parler dans des musées, dans des expositions à l'intérieur. Et le rapport avec la nature, que pourtant, enfin, de ses œuvres avec la nature, et pourtant, chaque fois qu'il terminait une œuvre, il l'emmenait volontiers sur la plage, jouer avec la lumière, jouer avec les lumières changeantes du jour et de la saison et du jour et la nuit. Mais pour lui, une œuvre avait pour vocation d'aller dans un musée. C'est ce qui est arrivé. L'histoire des termites, c'est ce qui est c'est ce qui est arrivé à Crestet, donc en 86, grâce à Claude. Oui. J'ai été chargé de m'occuper d'un lieu près des dentelles de Montmirail, à côté de Vaison-la-Romaine, qui s'appelle le Crestet, et que le ministère de la Culture avait acheté, dont il ne savait pas que faire. Et donc, j'ai conçu un lieu où des artistes pourraient travailler dans la nature.
Et donc, Krachberg a été un des premiers, avec Nils Sudo et quelques autres, un des premiers à venir travailler. Mais malheureusement, sa pièce a disparu parce que les termites s'en sont emparés et qu'elle devenait dangereuse, puisque c'était des grands arbres brûlés, mais qui faisaient 10, 12 mètres de haut, et donc c'était extrêmement dangereux parce qu'il y a des moments où ils étaient mangés par les termites. Donc ça, pour revenir à la question soulevée par Sylvie, oui, ce sont des œuvres de musée. Il y a là un certain paradoxe qu'il faut assumer. Ce sont des œuvres de musée et pas du tout des œuvres faites pour être installées dans la nature. Donc ce sont des œuvres faites pour convaincre. Voilà. C'est un manifeste, c'est un témoin dont le lieu et dont le public visé est le public de musée. Il y a une exception. Il y a une exception, je me lève aussi. Oui. C'est toi qui as commencé. Il y a une exception, oui. Mais bon, ça permet d'être mieux vu, d'une certaine manière, et mieux entendu peut-être. C'est la sculpture en bronze qui a été faite à partir d'une œuvre présentée à Bagatelle par Sylvie de Ponte en 2005. Et donc, je visite cette exposition avec l'adjointe à la culture de la mairie de Bagneux. Non, c'est pas Bagneux, c'est à côté de Arcueil, Pascal Lismonde, qui est complice de cette opération à Arcueil. Et donc, comme il y avait une opération immobilière au carrefour de la Vache Noire, on a convaincu Krachberg de transformer cette sculpture en bois en bronze. Et donc, ça a été fait et l'œuvre a été installée sur le carrefour de la Vache Noire. Mais c'est la seule exception. La forêt d'ailleurs, il y en a une deuxième, d'ailleurs, il y a un deuxième exemplaire qui se trouve à la Gacilly, parce que Jacques Rocher, qui a monté le festival de la photo à la Gacilly, qui est maire de la Gacilly, et qui est le bienfaiteur de l'espace Krachberg, donc je remercie cette occasion, il ne faut jamais oublier de remercier ses mécènes. Donc Jacques Rocher a installé également une sculpture de Krachberg en bronze, la copie, c'est un deuxième exemplaire de cette sculpture. Mais c'est vrai, sinon, une sculpture en bois, par définition, ne peut pas rester dehors, ou alors elle est condamnée à disparaître. C'est là que je lève le doigt parce que ça empiète déjà sur ce qui va être le dernier épisode de notre rétrospective, c'est-à-dire le volet 3. Attendez, vous en avez encore pour un an à attendre, alors on se forge doucement. Mais ça a été l'expérience de Bagatelle, où effectivement je me suis trouvé confronté à son diktat. Il n'était pas question d'exposer à l'extérieur. Et je lui ai dit, mais la force justement de ces œuvres, c'est de les montrer face aux arbres vivants du bois de Boulogne et de confronter des arbres morts ressuscités par ton art et par ton talent contre ces arbres bien vivants sauvés par Forestier. C'était l'année de l'achat de Bagatelle par la ville de Paris en 1905, 5 ans plus tard, donc 2005, et il a accepté de traiter ces œuvres et de les exposer en plein air, sur les pelouses, sur les terrasses qui surplombent la cour d'honneur, de mettre l'araignée dans la cour circulaire, et donc effectivement de jouer ce que lui faisait personnellement lorsqu'il avait fini une œuvre, mais de jouer à grande échelle cette partition dans le parc de Bagatelle, qu'il avait accepté, alors que le contraste était quand même très puissant, entre ses œuvres et son cri, et effectivement ce parc policé, dessiné, etc., et de confronter ces œuvres de bois brûlé et ressuscité aux arbres bien vivants de la forêt. Et il disait cette phrase, parce qu'il aimait les grandes sentences, lui qui n'était pas un grand théoricien et qui ne parlait pas beaucoup, mais il savait sortir des phrases frappantes. Il disait, il y a avant et après Bagatelle. Mais avant et après Bagatelle, ça voulait dire qu'il avait passé quand même 3 mois à Bagatelle, où il était tous les jours à accueillir les gens au pied de l'escalier du Trianon, et où effectivement il avait toujours son pot de glu, son pot de goudron, il les avait traités, on avait fait des socs, et il était toujours prêt à réagir si un pan se posait dessus, ou s'il y avait un moment où la pluie était un peu trop invasive. Mais effectivement, il avait
admis d'un seul coup de confronter ses œuvres à la réalité vivante, et il y avait trouvé une force qui l'a poussé à crier le cri pour la planète depuis Bagatelle, qui l'a porté ensuite à Curitiba dans les débats internationaux. Et ça correspondait certainement quand même au fond de lui-même à cette volonté qu'il avait à chaque fois d'emmener ses œuvres à peine finies, parce qu'il était fasciné par la lumière, fasciné par la moindre petite vie, fasciné par les insectes, fasciné par tout ce qui était la vie autour de ces rebuts, des incendies, de ces morceaux de bois brûlés, de ces lianes, de ces feuilles brûlées, de ces fleurs. Et en permanence, il avait besoin de les faire résonner avec la vie ambiante, et c'est ce qu'il retrouvait tous les jours lorsqu'il allait voir aussi son arbre vivant dans son jardin de Marie-Cézanne. Dans le domaine de l'art, il y a eu la prise de conscience on peut les appeler des centres de création art et nature, qui s'appelle le parc de Kerguéhennec en Bretagne, qui est né dans les années 82-83, qui s'appelle le parc de Vassivière dans le Limousin, qui est né également à la même époque. Et quand j'étais délégué aux arts plastiques à cette époque-là, j'ai beaucoup encouragé la présentation de sculptures dans des espaces extérieurs. Donc évidemment pas en bois. Mais en général, il y avait l'érection à côté d'un bâtiment. C'est le cas de Kerguéhennec, où par exemple, il y a eu des présentations de toutes sortes d'artistes, notamment Martha Pan, une sculpture qui flotte sur l'eau dans les temps. Et à Kerguéhennec, il y a eu un bâtiment qui a été construit, donc certaines œuvres pourraient peut-être présenter à l'abri. Donc ce mouvement qui continue aujourd'hui, on le voit même dans des initiatives privées. Au fond, il est né en résonance avec Krachberg, Yves Klein, dont je parlais, et un événement dont on n'a pas parlé, mais qui a son importance, qui date de 1964. Vous voyez, c'est contemporain, le nouveau réalisme 1960, la Biennale de Venise pour Krachberg 64. Et en 64, qu'est-ce qui se passe du point de vue de l'art et de la nature? Il se passe la création de la Fondation Magde à Saint-Paul-de-Vence, inaugurée par Malraux, avec des sculptures de Miro, de Calder et de beaucoup d'autres, dans des espaces paysagers, dans un jardin qui est un jardin d'artistes, en quelque sorte. Et donc, vous voyez comment les choses se cristallisent petit à petit. 60-64, il y a cette sorte de prise de conscience. 75, il y a la reconnaissance par le Centre Pompidou. Et en même temps, il y a cette naissance, cette prolifération dans le secteur public et dans le secteur privé de ces jardins de sculpture, de ces parcs de sculpture, de ces centres d'art contemporains qui traitent de la nature. Et là, on pourrait développer beaucoup ce sujet. C'est un autre thème. Y a-t-il des questions? Oui, je voulais vous demander ce qu'on doit entendre par naturalisme intégral, parce que là, vous venez de l'opposer Krachberg à un surréaliste. Et par exemple, quand on regarde certaines de ses œuvres, en bois, de planches, on voit bien qu'il va jusqu'à une forme de très grande fantaisie et qu'il a un œil en fait pour repérer tout ce qu'il y a d'exubérant dans la nature et tout ce qu'on ne voit pas en fait. Et donc moi je trouve, je le ressens aussi comme ça, je trouve que c'est pas un naturaliste dans le sens où on a l'impression que c'est quelqu'un qui pousse en fait les envoyés de la nature pour nous les montrer. En fait, un peu comme les impressionnistes pousseraient en fait les variations de la lumière pour nous la montrer. Donc voilà, je voulais savoir. Alors, le manifeste du naturalisme en 1978, ce n'est pas une forme d'art, c'est une porte d'entrée. Qu'est-ce qui se passe? Pierre Restany va voir Krachberg plusieurs fois, il le voit en 1975, et c'est lui qui est commissaire de la première exposition dont je parlais tout à l'heure, rue Berrier, organisée par le Centre Pompidou. C'est Pierre Restany qui l'organise. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, au Centre Pompidou, il y a un conflit. Il y a un conflit entre Pontus Hultén, qui vient de prendre la direction du Musée d'Art moderne, qui est un Suédois, qui était très branché des nouveaux réalismes et sociétés de consommation. C'est-à-dire que c'est lui qui va faire la fontaine Tinguely-Niki de Saint-Phal, au-dessus de Virkam, qui est en face du Centre Pompidou. Et Blaise Gauthier, qui est l'ancien directeur du CNAC, qui est encore présent, donc les deux hommes sont en rivalité,
Et Blaise Gauthier va affirmer son indépendance, son identité, en prenant le contre-pied de Pontus Hulten. C'est une question de relation entre deux hommes, mais c'est également politique, c'est également artistique. Et en disant, je vais faire moi-même un manifeste au CNAC en présentant le contraire de ce que fait Pontus, c'est-à-dire des accumulations de boîtes de conserve, par exemple comme les pop artistes américains, et je vais présenter Kraftwerk, donc la nature intégrale. Donc, et le manifeste du naturalisme intégral, donc c'est 3 ans plus tard, après la rencontre entre Pierre Restany et Kraftwerk, et puis un autre artiste, quelqu'un va me rappeler, brésilien, Seb Banderek, qui les accompagne. Au fond, ils décident de partir à la découverte de la nature intégrale. Je dis de la nature. Donc ils partent en bateau, ils remontent l'Amazonie et ils vont jusqu'au Rio Negro, qui est l'embranchement entre ce fleuve, le Rio Negro, puis un autre fleuve qui n'est pas nègre, qui n'est pas noir, qui est sans doute blanc ou gris ou beige, je ne sais pas, et qui forme l'Amazonie. Et donc, ils vont là dans un des endroits les plus reculés de l'époque, ils circulent en bateau, ils vivent avec les Indiens qu'ils rencontrent, ils s'arrêtent dans des villages, ils dorment parfois sous des huttes, etc. Et là, Restany va se laisser prendre par le sentiment, je dirais, ce qu'on appelle le sentiment océanique. C'est-à-dire le sentiment de la domination de l'individu par plus grand que lui. Alors ça peut être divin, mais ça peut être la nature. Et là, ils sont pris au fond par un sentiment d'immersion totale dans une nature qui se suffit à elle-même, tellement elle est belle en soi, parce qu'elle n'a pas été, au fond, dégradée par la présence humaine. Et que les Indiens qui l'habitent la respectent et vivent avec elle. Et donc c'est ce sentiment-là qui va provoquer ce manifeste du naturalisme intégral, qui est au fond une invitation faite par Pierre Restany aux critiques d'art, aux historiens d'art et aux artistes de l'époque, 78, de concevoir leur création de manière différente, en respectant la nature et en s'immergeant en elle. Alors certains artistes vont le faire, certains artistes comme Kraftwerk le faisaient lui-même à sa manière. Sa manière, au fond, c'était non seulement de faire ressusciter les arbres morts en leur donnant une deuxième vie culturelle, mais c'était également de leur donner une durabilité, on a parlé de ça tout à l'heure, en les enduisant de sous-produits, de produits naturels qui sont l'oxyde de fer, qui est rouge, et l'oxyde de manganèse, qui est noir. Et des sculptures de Kraftwerk, qui sont souvent rouges et noires, sont au fond inspirées des méthodes indiennes pour qui l'oxyde de fer et l'oxyde de manganèse protègent le bois comme un métal en quelque sorte, un succédané de métal. Et donc avant de faire une sculpture en bronze, il a expérimenté des sculptures revêtues de ces oxydes de métal, noir et rouge. En même temps, ça a une valeur poétique, et en même temps, c'était s'immerger, là aussi, dans des traditions ancestrales des Indiens de l'Amazonie. Et donc, Kraftwerk va interpréter ce naturalisme intégral de cette manière, mais d'autres vont l'interpréter différemment. Et Yves Klein, qui avait été donc lancé d'une certaine manière dans les nouveaux réalistes par Pierre Restany, était l'incarnation d'un naturalisme intégral aussi, puisque lui avait une vision cosmique au fond de l'art. Donc ce que l'on appelle le naturalisme intégral, c'est cette invitation à œuvrer dans l'art de manière respectueuse de la nature, s'inspirant de la nature et dépassant la nature dans une vision cosmique de l'homme et de la nature et du monde. Voilà ce que c'est. Donc lorsque ça a été écrit en 78, Kraftwerk, Banderek et puis Restany sont partis faire un tour du monde pour présenter leur manifeste en disant voilà, nous sommes les manifestants du naturalisme intégral. Donc c'est allé où au MoMA à New York, le musée d'art moderne de New York. Ils se sont fait jeter. Ils ont fait une conférence, ils ont dit attendez, vous êtes fous. L'art, c'est pas du tout ça, c'est pas le respect de la nature, c'est les boîtes de Campbell accumulées, c'est le pop art de l'époque. Bon, alors ils sont allés en Italie parce que
Restani était enseigné à la Domus Academy de Milan. Et donc, ils ont fait une conférence là. Fiasco total. Parce que là, c'était Arte Povera, et donc ça n'avait rien à voir avec les classiques de la nature non plus. Et puis, ils ont fait un tour du monde comme ça, et ça a été un échec total. Donc, il n'y a pas eu de suite à ce manifeste du naturalisme intégral. Alors, en ayant parlé, en parlant, en constatant cela, dans les années 2010, avec Krajberg, on se dit on va faire un nouveau manifeste, qui sera le nouveau manifeste du naturalisme intégral. Et donc je passe 3 semaines avec lui, on parle tous les jours, j'écris, il corrige, bon, lui n'écrivait pas très bien, mais il lisait, il disait non, ça c'est pas bien, ça refait, c'est trop long, il faut que ça soit court. Bon, donc on a discuté comme ça des nuits, des jours entiers, et est sorti ce bouquin qu'on a publié tous les deux, le deuxième, le nouveau manifeste pour le naturalisme intégral. Bon, alors on l'a présenté à la Fondation Cartier, qui avait présenté déjà une exposition de Krajberg. Donc on s'est dit, voilà, on fait à la Fondation Cartier, le bouquin est financé en partie par la Fondation Cartier, qui a mis 10 000 euros dans la balance, l'éditeur était bien content comme ça. On présente notre bouquin, on fait une journée entière, il y avait un peu de monde, la presse ne s'est pas dérangée, et ça a été, pas un fiasco, mais ça a été une cérémonie gentille, mais finalement sans suite. Donc on imagine peut-être qu'on va faire un troisième manifeste du naturalisme qui sera encore plus intégral que les autres manifestes, parce que alors ou bien nous sommes complètement à côté de la plaque, ou bien nous sommes trop en avance. Et je pense qu'en réalité, nous sommes trop en avance, mais il faut donc persévérer dans notre être. Alors moi, je vais devant cet enthousiasme, moduler, disons, quelque peu, parce que bon, Claude a présenté le rejet du manifeste comme des questions d'école. Hein, le pop art était contre, l'arte povera était contre. Bon, j'ai beaucoup travaillé sur la réception du manifeste au Brésil. C'était pas pour opposer une esthétique à l'esthétique que proposerait le manifeste. D'ailleurs, il ne propose pas une esthétique. Donc on n'est pas dans ce débat-là. Ce qui a motivé la réaction extrêmement violente des Brésiliens, c'est l'idée que c'était un Français qui arrivait et qui venait leur dire ce qu'il fallait faire. Alors c'était un Polonais en fait. Non, après, c'est Restani qui donnait le stylo quand même. Oui, c'est ça. Donc Krajberg, il n'en avait pas grand-chose à faire de ce manifeste. C'était vraiment un manifeste de Restani en réalité. Et donc il y a eu une réaction extrêmement violente. Chaque fois qu'il y a eu des anti-manifestes, donc il y a eu 2 anti-manifestes qui ont été publiés par des artistes brésiliens, des artistes italiens travaillant, je ne sais pas s'ils travaillaient d'ailleurs au Brésil ou en Italie, on fait un collage rigolo, on voit l'avion de Restani qui débarque en Amazonie. Bref, et alors les paroles, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une réaction, alors au pire on pourrait dire nationaliste, mais enfin c'est vraiment une réaction contre l'envahisseur intellectuel. Et pour moi c'est très intéressant parce que c'est un moment de bascule. C'est le moment où les artistes brésiliens se libèrent finalement du fait que la France a passé un siècle à envoyer ses missiles dominici, porter la bonne parole, l'art, les formes, tout ça. On apportait l'art, la culture assez sauvage, hein, en gros. Et à partir d'un certain moment, ils ne se considèrent plus comme des sauvages. Et je trouve ça extrêmement intéressant, finalement une réaction assez saine. D'ailleurs, Restani n'est pas retourné au Brésil, alors qu'il y allait régulièrement. Il était très bien implanté là-bas. Mais il n'a pas compris que l'époque avait changé. Qu'on ne pouvait plus apporter
un manifeste comme ça qui tombait du ciel au sens propre du terme, qui tombait du ciel et qui disait aux Brésiliens ce qu'il fallait faire. Et puis l'autre élément, là Claude, tu as parlé à propos de manganèse, et c'est juste du fait que les traditions indiennes utilisent le kaolin, le manganèse, etc. Pour le rouge, d'ailleurs, ils utilisent plutôt le roucou. Mais ce qui a été beaucoup reproché à ce manifeste, c'est qu'en fait, ces trois Européens, parce que finalement Belderek il était aussi européen, Kralsberg était aussi européen, et Restani était aussi européen, ces trois Européens, ils étaient dans leur bateau sur le Rio Negro, ils n'ont pas du tout habité dans des huttes et des machins. Et ce qu'on a reproché, ce qui était très clair dans le débat, c'est qu'ils n'en avaient rien à foutre, les Indiens. Or, c'était, pour les artistes brésiliens à l'époque, un des objets. Il y avait les queimadas, tout le monde était conscient du problème des queimadas. Et ce n'est pas là-dessus qu'il y avait un différend. Mais sur le rapport aux populations qui habitent les forêts brûlées, et qui, comme le rappelait Gilles tout à l'heure, les ont entretenues depuis des générations et des générations, là, il n'y a pas de discours de Krasberg sur cette question-là. Et ça, les Brésiliens l'ont ressenti très, très violemment, et c'est un des points sur lesquels ils ont insisté dans ce rejet. Alors, c'est assez amusant, parce qu'ils sont allés jusqu'à dire que l'expédition avait été financée par le président de la République, qui était Giscard d'Estaing, ce qui était faux, évidemment, mais que c'était de l'impérialisme français, que c'était du colonialisme français. On a rappelé des vieilles histoires du XVIe siècle, hein, le voyage de Tevet au Brésil en 1500 et quelques. Donc ça a fait remonter une aigreur contre l'impérialisme culturel occidental en général, français en particulier, qu'il faut rappeler, je crois, Pardon, Gilles voulait un peu de Krasberg avait fait beaucoup de photos. Il avait fait des photos et il a été poursuivi longtemps à Rio parce qu'il aurait fait, on ne l'a jamais vu, et j'ai toujours eu l'impression qu'il l'avait inventé, il aurait vu des Indiens pendus dans la forêt et justement parce qu'il s'était opposé au fait qu'on brûle la forêt. Et il a été poursuivi sous la période fasciste du Brésil. Et parce que, il a même fait de la prison, si je me souviens bien, parce qu'il ne voulait pas donner cette photo. Et il avait fait des photos, pas mal de photos de ce qui se passait. Peut-être qu'ils n'étaient pas effectivement allés dormir sous les huttes, mais je pense qu'ils s'étaient quand même pas mal impliqués dans la population. Les témoignages de Seb Belderek qu'on en a récupérés grâce à sa petite fille témoignent bien en effet qu'il y avait un certain côté brésilien, je vais dire, un certain rejet de ce discours qui pouvait paraître... Oui, mais c'est vrai qu'il y a eu un rejet très fort, à Rio en particulier. Claude n'en a pas parlé, mais la première proclamation du manifeste qu'ils avaient faite, c'était à Rio, et il s'est fait ramasser, effectivement. Oui, donc, et à Paris aussi. Hein, partout. Mais la présentation a été faite une année après l'écriture. Ah oui, c'est ça, oui. Gilles, tu voulais rajouter Oui, je pensais qu'il faudrait peut-être changer de mot, ne pas utiliser forcément le naturalisme. Le mot nature, lui, a été créé par les Grecs anciens pour mettre tout le vivant non humain à part, de façon à l'étudier scientifiquement. Et à partir de ce moment-là, l'état fusionnel que nous avions tous en tant qu'humains avec cette nature a disparu petit à petit jusqu'à ce que ça s'appelle l'environnement, hein, c'est aux environs d'eux, ça ne nous concerne pas, hein, c'est à côté. Et donc, on maîtrise la situation et on n'est pas du tout en dialogue dans l'état fusionnel avec. Ce qui n'est pas du tout le cas des animistes, ni des totémistes. Et dans par-delà nature et culture de Descola, on voit bien, lui, comment il range toutes ces visions du monde. Et les naturalistes, c'est nous. C'est-à-dire, ce sont ceux qui mettent la nature à distance. Alors
peut-être que c'est pas le bon mot. Parce que le travail que faisait Krachberg et Benderek. hein, c'était de se mettre beaucoup plus en état fusionnel. Peut-être pas au niveau animiste absolument, parce que là, c'était peut-être pas leur désir ou leur possibilité, mais c'était quand même beaucoup plus proche de ça que de cette mise à distance que nous avons avec l'illusion de la maîtrise sur tout ce qui n'est pas... Et dans ce dernier livre qui s'en fait... C'est une discussion très intéressante. Très intéressant. La définition du naturalisme, comme tu l'expliques, c'est vrai. Mais précisément pour éviter cette définition du naturalisme qui met l'homme en dehors de la nature, qu'il va pouvoir violer, c'est ce que dit la Bible d'ailleurs, croissez, multipliez, puis faites-en ce que vous voulez. Bon. Elle est corrigée par intégrale. Donc c'est le naturalisme, mais c'est pas le naturalisme grec, c'est le naturalisme intégral, c'est-à-dire qu'on est dedans la nature. Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, peut-être qu'il faut trouver un autre mot. Qu'est-ce que t'en penses, Omar ? Je suis preneur de toutes les idées, là je fais un appel à la population. Si vous avez une idée autre que naturalisme intégral, mais c'est l'idée d'une nature pure dans laquelle l'homme participe intégralement à son développement et dans son respect le plus profond. Alors je ne sais pas ce que ça fait. Pour le succès de ton troisième manifeste, moi je serais assez d'accord avec Gilles que le mot naturalisme, qui en plus en France est connoté, c'est peut-être vraiment ça qu'il faudrait éviter et faire un manifeste. Non, parce que on est avec le mot naturalisme dans une impasse absolue. On a basculé aussi, il faut le dire, du naturalisme intégral, enfin vers le cri pour la planète, c'est-à-dire agissez. Oui, non, mais ça crie pour la planète, ça pose pas de problème. Le mot qu'il a réutilisé ensuite, et effectivement avec ce conseil qui nous répétait tous les matins, regarde, et il fallait regarder ceux qui le regardaient, car il avait un œil, il avait raison, extrêmement percutant, et il a joué toute sa vie, mais effectivement, il était plus proche de sa volonté artistique, d'artiste engagé, d'artiste militant, c'est-à-dire effectivement regarder et agissez. Je crois que c'est ça. Parce que dans le débat, Gilles y faisait allusion, depuis lors, il y a eu Viveiros de Castro, il y a eu Descola avec ses deux livres qui replacent clairement du côté de la vieille métaphysique occidentale la question de la nature comme objet travaillé, etc. Parce que même chez les Grecs, la physis, c'est pas ça, enfin tu l'as dit correctement, c'est ce qui vit, c'est tout ce qui vit et tout ce qui bouge. Donc il y a un principe vivant et pas seulement objectal. Quelqu'un m'avait proposé un jour, mais je crois qu'on ne peut pas le retenir, c'était d'utiliser le mot naturisme intégral. Demain, j'enlève le dessus. Et pourquoi pas tout simplement l'intégralisme? Il y a les connotations politiques en Amérique latine. L'intégralisme fasciste. Alors, on va laisser Agile conclure. Pour conclure, juste, c'est pour vous conseiller une lecture. C'est justement un livre qui vient de sortir. Alessandro Pignocchi et Philippe Descola, qui ont fait un livre qui s'appelle Les ethnographies du futur. Donc pour le coup là, on est dans le sujet, toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui pour savoir comment il faut changer de mode de vie et qui s'inspire d'une certaine vision animiste. Ils ont des expériences avec les hachoirs et d'autres, mais pas uniquement. Donc c'est une espèce d'hybridation très intéressante parce que ça, c'est positif. Et en plus, il y a des très beaux dessins qui sont faits par Pignocchi. Voilà, c'est tout, j'arrête. Bravo. Je vous remercie tous les trois, parce que c'est des moments comme ça à partager, c'est quand même des moments rares. Très rare. Et merci à vous d'être venus aussi nombreux.
revenez, nous continuons les rencontres et les conférences tout au long de ce second volet. Nous en avons une, alors la prochaine est 1er mars. le 1er mars, c'est celle de Walter Salles. Walter Salles. La Avec projection de Walter Maurice Salles, Dubroca qui est là. Avec Monsieur Dubroca. Et nous aurons ensuite aussi une conférence Au Brésil. alors nous allons revenir vers la forêt et l'état des forêts en Europe. Aujourd'hui, le vrai, le faux, que se passe-t-il dans notre patrimoine forestier, avec notamment le réchauffement